Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro, le podcast de la carte dévitalisée avec le docteur Jean-François Damour et des émissions exceptionnelles avec des invités. Et c'est un vrai plaisir en tout cas de vous offrir ces entretiens. Je salue d'ores et déjà Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Carte dévitalisée, l'invité. Aujourd'hui, votre invité est Bernard Cron, auteur du livre Blouse blanche, colère noire, édité chez Max Milo. Il est chirurgien spécialisé dans quelle discipline ? Donc c'est un chirurgien digestif très brillant qui a inventé d'ailleurs une prothèse biliaire. Et il est très actif également concernant l'amélioration de notre système de santé. Bonjour Bernard Cron, bienvenue dans la carte dévitalisée. Bonjour chers amis. Est-ce que cette carte vitalisée, c'est ma question à vous me posiez à moi-même, a un rapport avec le projet de carte personnalisée, informatisée pour éviter les trafics et éviter qu'il y ait encore 7,5 millions de cartes en plus du nombre de citoyens français. Bonjour Dr Cron. Donc l'opération carte dévitalisée est un mouvement citoyen que j'ai initié fin mars 2017 et dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Car, comme vous le savez mieux que moi, notre système de santé se dégrade depuis 20 à 30 ans. Et donc, le but de notre mouvement citoyen, c'est que on réforme ensemble notre système de santé. Donc, quand on dit ensemble, ça inclut en plus des partenaires habituels les patients, puisque le système de santé, normalement, est prévu pour eux. Donc, il est quand même normal que leurs représentants soient présents dans les futures réformes. On souhaite également qu'il y ait tous les professionnels de santé, enfin leurs représentants bien sûr, étant donné que nous, professionnels de santé, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, on a donc des idées pour améliorer les choses, et puis on veut travailler également avec des économistes de la santé, et notamment avec Frédéric Bizard, donc, qui est le président fondateur de l'Institut Santé, et qui va proposer aux responsables politiques et notamment aux candidats à la présidence de la République, qui va leur proposer donc des grandes pistes pour la réforme de la santé, notamment son livre qui est sorti le 21 octobre, dont le thème est l'autonomie solidaire en santé, qui est selon lui donc la seule réforme possible, et donc son livre est édité donc chez Michalon. Je ne peux que souscrire à ces propositions et je suis tout oui pour vos questions. Voilà, donc vous êtes très, très actif pour justement essayer de réformer le système de santé. Vous avez écrit un livre qui est sorti il y a peu, dont le titre est Blouse blanche, colère noire, dont l'éditeur est Max Milo. Donc, est-ce que brièvement, vous pourriez nous donner les grands axes à améliorer pour notre système de santé, et puis ensuite on continuera donc nos échanges sur différents thèmes plus précis. Tout à fait. Eh bien, ce livre, dans sa première partie, fait la liste des problèmes que nous avons rencontrés depuis 3 ou 4 législatures, puisque la descente aux enfers du système de santé a commencé il y a 50 ans avec un numerus clausus trop serré à 3500 à l'époque de M. Giscard d'Estaing et de M. Mitterrand. Et on paye cette crise parce que personne jusqu'ici n'a pris conscience que pour bien avoir un bon système de santé, il faut suffisamment de soignants, médecins et paramédicaux. Donc, si vous voulez, ça c'est la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de l'ornière, qui n'est plus une ornière, qui est un gouffre à la fois financier et abyssal avec la pénurie de soignants? Eh bien, il y a 2 axes très importants qui me semblent fondamentaux, et sans ces 2 axes, aucune réforme, quelle qu'elle soit, ne pourra prospérer. Le premier axe, c'est de recentrer sur la qualité des médecins, sur leur nombre, sur le nombre de soignants, de paramédicaux, en redorant le blason d'une part de la médecine libérale, car de plus en plus de régions, il n'y a plus de médecins référents, car les médecins qui partent à la retraite ne sont plus remplacés. Donc il y a une grave pénurie de médecins.
Et je voudrais, après avoir vous donné ces deux actes, vous dire comment on pourrait sortir simplement de cette pénurie de soignants. Deuxièmement, il y a un problème budgétaire, c'est que la France dépense énormément pour sa santé. On est parmi les premiers des pays de l'OCDE, mais notre système se dégrade à une très grande vitesse, car l'administration a pris tous les pouvoirs, tant à l'hôpital qu'en ville. La médecine dite libérale n'est plus une médecine libérale, c'est une médecine conventionnée, quasiment étatisée. Et l'arrière-pensée de l'État et des gens qui nous gouvernent depuis 2 législatures, c'est de remplacer au maximum le médecin par l'intelligence artificielle, par des officiers de santé qu'on appelle des assistants médicaux. Il y en a pour l'instant 4000 qui ont été mis en circuit avec une subvention de 12 000 à 36 000 euros par an selon le nombre de cabinets qui y adhéraient et selon le nombre de patients que ces médecins seraient prêts à prendre en compte. Et donc le deuxième axe, c'est de simplifier de façon draconienne les différentes strates administratives, tant à l'hôpital, tant que dans les GHT, les ARS, les agences de santé, tant que les agences de santé qui sont en doublon, car la France a actuellement la moitié en plus de technico-administratifs à la santé de l'Allemagne. J'ai fait un petit calcul, ça pourrait représenter sur le plan budgétaire, si on revenait au chiffre allemand qui est de 22%, on pourrait créer 100 000 postes de soignants à condition de les trouver. Et donc le deuxième axe, c'est comment réformer les études de médecine et la carrière hospitalière et la ville pour qu'on puisse accéder aux médecins, car le temps passé pour soigner les gens est complètement amputé, puisqu'à l'hôpital, la tâche des hospitaliers est triple: soins, enseignement, recherche, plus 20% de temps administratif. Ils n'ont plus le temps de s'occuper des patients, et avec les contraintes qui s'accumulent actuellement, un certain nombre commencent à démissionner, et les infirmières qui sont harassées, je voudrais les saluer parce qu'elles sont extrêmement performantes, mais elles courent comme une poule sans tête de droite et gauche, ne pouvant plus s'occuper de leurs patients, car on leur demande des réunions, de la transmission, et quand elles sont au repos, qu'elles ont enfin eu leur week-end de repos, on les rappelle à cause de la pénurie de soignants. Alors Bernard Cron, justement, vous le dites, ça fait plus d'un demi-siècle. Vous considérez que la destruction du système de santé est contrainte finalement, et en particulier l'hôpital. Et je relève également quelque chose d'important, puisque vous dites 40% de la chirurgie est déprogrammée, les hôpitaux ne peuvent plus travailler à flux tendu. Vous dites que les chiffres donnés sur les médias d'information continue sont faux. Finalement, on désinforme la patientèle, le français qui est un patient en puissance. À votre avis, quels sont les intérêts de changer les chiffres et de ne pas dire la vérité aux Français? Est-ce qu'on change les chiffres? On ne les change pas forcément, on les manipule. Parce que d'un côté, il y a des chiffres qui sont parus qui disent qu'il n'y a eu que 2% de gens hospitalisés pour le Covid sur une année entière, mais ce chiffre ne veut rien dire, car en réanimation, au printemps, quand on était à la 4e vague, on disait qu'il y avait 10 000 personnes hospitalisées en service de réanimation. Ce chiffre était totalement faux, puisque sur les 10 000, il y en avait 5 000 qui n'étaient pas du Covid, et sur les 5 000 Covid, il y en avait la moitié qui étaient simplement sous oxygénothérapie sans être intubés ni ventilés. Les malades en réanimation n'étaient en fait au pic que de 2500. Alors, en ce qui concerne les autres chiffres, on pourrait parler du nombre de postes hospitaliers qui ne sont pas pourvus. Il semblerait qu'il soit au nombre de 30 000. On pourrait parler du nombre de médecins en formation. Ainsi, au dernier examen de fin d'année, on recrute cette année 8 500 internes. Il en faudrait 12 000, ce d'autant qu'on envisage, à juste titre, pour pallier les déserts, de faire la dernière année d'internat de médecine générale dans des maisons médicales, ce qui est une bonne idée. Donc sur ces pénuries, il faudrait rajouter les démissions qui s'accumulent, puisque la durée de vie d'une infirmière à l'assistance publique est passée d'une moyenne de 8 ans à 4 à 5 ans, et maintenant elle démissionne, puisque un certain nombre ne veulent pas se faire vacciner. On pourrait discuter de la nécessité de ce vaccin chez les sujets jeunes ou pas, c'est un autre sujet, c'est pas l'objet actuellement de la discussion, on peut en parler plus tard si vous voulez. Donc ce qu'il faudrait, c'est recentrer les études de médecine
et des paramédicaux sur la qualité, sur le care, sur le diagnostic, sur la formation clinique, sur la prise en charge des malades. Mais malheureusement, les doyens, pour des raisons qui me semblent obscures, bien que je les connaisse, c'est probablement le rôle des lobbies actuels sur la diversification des étudiants en médecine. Je voudrais donner un exemple. Actuellement, à la fin de L1, l'oral représente dans certaines universités 70% de la note, et les questions qui sont posées n'ont absolument aucun rapport avec la science, avec la santé, avec les éléments élémentaires que doivent connaître un étudiant en médecine à la fin de la première année. On leur a demandé « Que pensez-vous de la grande barrière du corail et de ses problèmes ? Que pensez-vous de la surproduction des voitures au Japon ?» Les doyens marchent sur la tête. Je m'en étais ouvert il y a quelques années avec 2 doyens. Je peux citer les noms si ça vous fait plaisir. J'avais l'impression d'avoir un dialogue de sourds, parce que les doyens pensent que les libéraux, dont j'ai fait partie pendant toute ma carrière, malgré mes titres hospitalo-universitaires et mes inventions, notamment les prothèses biliaires et les prothèses herniaires, pensent que le libéral est là pour faire du fric et que c'est l'hôpital qui doit soigner. Quel contresens! Merci beaucoup, Dr Cron, pour toutes ces précisions. J'espère que nous aurons l'occasion de faire un nouveau podcast avec vous, parce qu'il y a en effet beaucoup de choses à dire, et donc ce que vous nous dites est passionnant et correspond tout à fait à la réalité. Donc je vous donne rendez-vous pour un podcast d'ici quelques semaines. Je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir. Et donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Eh bien, bon courage et bonne question pour la suite de votre émission. Et bravo pour ce que vous voulez faire. Mais il y a du boulot. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Bernard Cron. Je rappelle que vous avez publié Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Milo. La pandémie de Covid a mis au grand jour la ruine de notre système de santé. C'est ce que vous dites, du numéro 1 mondial en 1970. Il est tombé au 24e rang des pays de l'OCDE. Bernard Cron était l'invité du rendez-vous de la carte dévitalisée aujourd'hui. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Jean-François Damour, merci beaucoup. D'autres invités viendront au fil du temps jusqu'à la fin de cette année. Qu'est-ce que vous tirez, vous, si on devait faire un petit bilan comme ça de ce podcast? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez des retours de vos patients, par exemple? Ce podcast correspond tout à fait à la réalité des choses, puisqu'il y a une grave pénurie de soignants et de médecins en particulier. Malheureusement, donc, les patients qui ont un médecin traitant qui part à la retraite, bien souvent il n'y est pas remplacé, et les médecins qui sont en activité souvent sont obligés de refuser donc de prendre de nouveaux patients. On est, comme le soulignait le docteur Cron, on est au bord du gouffre, notamment à l'hôpital où le manque de personnel soignant est criant. Je vous citerai comme exemple l'hôpital Bichat, qui a une unité de médecine neurovasculaire, c'est-à-dire que c'est les patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui doivent être pris en charge 4 heures après, au plus tard après le début de leur accident vasculaire, pour pouvoir thromboliser le caillot, c'est-à-dire faire disparaître le caillot dans le cerveau et donc améliorer la récupération. Et malheureusement, le service de Bichat, qui compte 28 lits, donc reçoit actuellement, n'a que 4 chambres donc, sur les 28 pour recevoir ces patients. Donc la situation est dramatique et il est urgent donc d'y remédier. Merci Jean-François Damour. Autour de vous, bien sûr, je vous invite à partager ce podcast, en parler autour de vous. Envoyez les liens faits de ce podcast, un podcast qui va pouvoir tout simplement relancer notre système de santé français au rang numéro 1, vous l'avez entendu. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.